Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en fait à ce panel Parlons santé, parlons territoire. J'invite dès maintenant en fait les panélistes, si ce n'est pas le fait, encore à ouvrir leur caméra et leur micro. C'est bon, tout est bon de notre côté. Superbe. Alors, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Thomas Bastien. Je suis directeur général de la SPQ et je serai votre hôte cet après-midi. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas l'Association pour la santé publique du Québec, c'est une association en fait à but non lucratif qui œuvre depuis 78 ans à la qualité de vie de la population. On parle beaucoup en fait de santé durable dernièrement, qui est notre mission. Et la santé durable, en fait, c'est de faire en sorte que la population vive mieux et plus longtemps. Alors, je vais débuter dans un premier temps avec quelques consignes d'usage. On va vous ouvrir, enfin, on va vous inviter justement à ouvrir vos caméras si vous le pouvez et à garder vos micros fermés tout au long du panel. Comme ça, vous pourrez faire en sorte, en fait, si vous avez des questions, vous pouvez le faire via l'outil de discussion Zoom. Alors, pour y accéder, vous pouvez survoler en fait le bas de votre fenêtre Zoom et choisir l'option converser. Bien sûr, en fait, on va vous offrir la possibilité de lever la main à la fin de nos conversations, justement, pour avoir une période d'échange. Et je tiens à vous préciser également, en fait, que l'événement d'aujourd'hui est enregistré. Et la raison pour laquelle il est enregistré, c'est que si des personnes n'arrivent pas à finir l'échange avec nous ou alors décident de revisiter, en fait, cette conversation-là, elles pourront le faire ultérieurement. Alors aujourd'hui, cet événement en ligne se tient dans le cadre de la Semaine de la santé durable, qui est la première édition en fait cette année et qui est également en fait pendant la semaine pendant laquelle on a la Journée mondiale de la santé. On s'intéresse aujourd'hui plus particulièrement à la question de la santé environnementale, des liens entre les milieux de vie, notre territoire et la santé des populations. Et si ça vous convient, en fait, je passe directement la parole à Philippe Cousineau-Morin, qui va nous présenter l'initiative Parlons Territoire. Philippe, c'est à toi. Alors, merci Thomas. Alors, effectivement, donc Philippe Cousineau-Morin, je suis responsable de l'initiative Parlons Territoire, qui est une initiative portée par l'Alliance Ariane. Alors, je suis très heureux de faire cet événement avec l'ASPQ et l'Alliance Ariane cet après-midi. L'Alliance Ariane, depuis 2015, travaille pour que l'aménagement du territoire et l'urbanisme soient considérés comme une priorité au Québec. Donc, l'objectif est effectivement que le Québec se dote d'une politique cadre là, dans les enjeux d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, d'une vision d'ensemble, de principes fondamentaux là, pour assurer, si on veut, l'intervention de l'État et aussi de tous les acteurs là, qui font des interventions sur le territoire. Alors, pourquoi il y a une campagne qui s'appelle Parlons territoire? C'est que le gouvernement, je vais le présenter dans les prochaines minutes, le gouvernement s'est engagé, donc depuis janvier dernier, dans il a appelé ça une conversation nationale pour rédiger donc une stratégie nationale en urbanisme et aménagement des territoires. Donc, on est dans la démarche actuelle là, qui est un peu la demande principale ou la demande fondatrice de l'Alliance Ariane. L'initiative Parlons territoire, qui est menée par l'Alliance Ariane, vise à informer, à outiller et à mobiliser dans le cadre de cette consultation gouvernementale qu'on trouve vraiment importante. Oui, pour les enjeux de santé, là, de santé environnementale, mais même pour plusieurs autres enjeux transversaux. Puis bon, vous les connaissez dans différents domaines. Alors, dans les quelques prochaines minutes, juste avant de passer la parole à nos panélistes, je veux juste vous présenter les grandes étapes ou les grands jalons de qu'est-ce que le gouvernement entend faire dans sa démarche qui est menée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, et je vais vous partager d'ailleurs une diapositive sous peu à cet effet. Donc, la conversation nationale, c'est ainsi que ça s'appelle, dans le but d'élaborer une stratégie nationale en urbanisme et en aménagement du territoire. C'est un long acronyme. C'est un long nom, un court acronyme qui serait SNUAT. SNUAT. Alors, donc, le MAMACH a lancé depuis janvier dernier les travaux qui durent plus d'un an, en fait, travaux de consultation et qui devront mener vers 2022, le printemps, à cette dite stratégie, dont l'objectif est effectivement de réformer le cadre, les lois, les politiques qui entourent les interventions sur l'aménagement du territoire. Donc, peut-être vous avez la question, est-ce que c'est spécifiquement une révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme? Bien, ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Pour l'instant, c'est encore ouvert. Alors, je vais à ce moment-ci vous partager mon écran.
Voilà. Et les grands points que je veux j'imagine que vous voyez bien, les grands points que je veux vous présenter. Donc, pourquoi le gouvernement s'est engagé dans cette dite conversation? Bien sûr, des enjeux, ça fait 40 ans, hein, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 40 ans que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme est en vigueur, et également celle sur la protection du territoire des activités agricoles. Donc, il y a des nouveaux enjeux, puis il y a des enjeux structurels sur notre territoire qui sont très importants d'un point de vue santé, mais comme j'ai dit, plus largement, on pense à l'étalement urbain, la pression sur les milieux agricoles et naturels, les enjeux de logement, les enjeux d'environnement favorable aux saines habitudes de vie, et aussi des enjeux conjoncturels plus récents. Donc, la pandémie, tout le contexte sanitaire et la réflexion sur les milieux de vie. Dans les dernières années, les inondations qui ont créé des grands dommages au Québec ou aussi les enjeux de patrimoine qui sont mis de l'avant. Alors, dans sa démarche, le gouvernement met de l'avant 5 grands thèmes de discussion. La gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité et finalement finances et fiscalité. Donc là, ça se décline après ça dans différents domaines. Vous pourrez aller consulter le site du gouvernement pour voir, mais ça couvre très large. Et aussi, je voulais vous rappeler qu'il y a 4 grandes étapes dans cette démarche-là, qui sont le portrait de la situation, émis par le ministère lui-même, mais également par les partenaires ou les universitaires qui ont été consultés. On est à la fin de cette étape-là. On passera aux orientations préliminaires bientôt, qui comprendront les étapes de consultation dont je vais vous parler. La rédaction, ça, c'est cet automne, et finalement une publication souhaitée, annoncée par le gouvernement, donc vers avril 2022. Donc, un grand processus. Donc, il y a de notre côté des grands espoirs dans cette consultation-là. Je vais terminer en disant que les mécanismes de consultation qui vous intéresseront, il y a bien sûr eu, dans le volet portrait, il y a un comité consultatif qui était formé. Il y a eu des laboratoires donc, menés par l'École nationale de l'administration publique où plusieurs gens ont participé, qui étaient thématiques, et effectivement des séminaires, un peu plus de type académique. Et je l'ai dit, ça en vient donc l'été, on n'a pas les dates, mais ça devrait être à partir du mois de juin, une consultation citoyenne et également une tournée régionale de la ministre des Affaires municipales. Sans oublier, bien sûr, une consultation spécifique sur les enjeux autochtones. Alors, en conclusion, je vous ai présenté tout ça parce que le but du panel aujourd'hui, le panel, c'est la rencontre. C'est une première rencontre parmi plusieurs que nous allons tenir sur les différents thèmes liés au territoire, sur les différents thèmes et différentes régions du Québec. Et le but, c'est d'ouvrir un peu la conversation. Très heureux de le faire aujourd'hui sur les enjeux de santé, de prévention en santé, santé environnementale, santé durable. C'est notre premier thème, mais il y aura d'autres événements si vous voulez approfondir les enjeux par rapport à cela. Alors, de mon côté, ça fait le tour. Je vous souhaite de bonnes présentations, puis on aura une bonne période d'échange un peu plus loin. Super, merci beaucoup, Philippe. Sans plus tarder, en fait, on va passer justement au niveau des panélistes. Alors, merci beaucoup, en fait, déjà aux panélistes d'être présents avec nous aujourd'hui. On a la chance aujourd'hui d'être en compagnie, en fait, du docteur Claudel Pétrin-Desrosiers, qui est présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Bonjour, Claudel. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, très bien, merci. Super. Alors, je vous décris brièvement. Alors, Parfait. Claudel, vous êtes diplômé en médecine de l'Université de Montréal, en train de compléter une maîtrise en environnement et développement durable dans le cadre du programme des compétences avancées, clinicien érudit, devenant ainsi l'une des premières médecins de famille du Québec avec cette formation unique. Alors, vous êtes impliqué dans le domaine des changements climatiques et de la santé depuis près de 10 ans et vous présidez aujourd'hui l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Merci beaucoup, Claudel, d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. Je vais partager mon écran dans 2 petites secondes. J'ai 10 minutes pour faire un petit topo sur la démarche. Ça me fait super plaisir d'être là puis que l'association en fait participe à Parlons Territoire. Juste le temps que la diapo se charge. On va faire un topo bref des grands enjeux qui touchent l'environnement et la santé dans une question de territoire. Vous comprenez que c'est excessivement large, mais je vais le faire dans un contexte particulier, c'est celui de la crise climatique. L'Association québécoise des médecins pour l'environnement, en bref, c'est une organisation qui existe à l'échelle canadienne depuis une trentaine d'années, mais qui est de plus en plus active au Québec là, depuis quelques années. On cherche à prioriser la santé des gens et de la planète à travers des actions qui sont au niveau social et politique. On parle beaucoup de changement climatique, de pollution, de pesticides, d'énergie durable, de communautés vivantes en santé, d'aménagement urbain, évidemment de transport collectif, transport actif. Ce qui fait qu'on se positionne sur une multitude d'enjeux, mais toujours avec l'idée que la santé et l'environnement sont
sont intimement liés et c'est dans notre devoir de médecin de s'intéresser à ces facteurs-là qui viennent influencer la santé de nos patients finalement en dehors des murs de notre clinique. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, pour construire et protéger un peu la santé de tous et chacun, c'est pas juste l'œuvre des professionnels de la santé, il faut le voir comme un construit qui est collectif, qui est social et qui est environnemental, parce que la santé est déterminée à 80% à peu près par des facteurs qui sont pas l'accès aux soins de santé. En fait, finalement, dans l'état de santé de quelqu'un, quand on parle souvent de la santé, on a tendance à parler à l'hôpital, la clinique, l'accès aux médicaments, aux traitements, etc. Mais ça, c'est plus ou moins que 20%, un cinquième de l'état de santé d'un individu. Le reste, c'est une multitude de facteurs qu'on reconnaît souvent sous le terme de déterminants sociaux de la santé, qui peut aller du niveau d'éducation, la profession, les revenus, le sexe, mais on parle de plus en plus de facteurs un peu plus macro, de facteurs environnementaux qui viennent non seulement moduler ces autres déterminants-là, mais qui viennent envelopper un peu la santé qu'il faut considérer, qui ont souvent été un peu sous-évalués dans les dernières années dans notre compréhension de la santé. Et il y a de plus en plus de données, d'études qui démontrent en fait les liens intimes entre la santé et l'environnement. Il y a un énorme fardeau environnemental en santé, puis les chiffres commencent à sortir, mais globalement, on sait que l'environnement est responsable de la mort d'1 personne sur 4 à travers le monde, là, d'un fardeau de 25% des maladies qui sont liées à l'environnement. Ça, c'est des chiffres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé de 2016, mais c'est une des plus grandes estimations qui existent à l'échelle internationale. Ce n'est pas rien. Puis là, je vais vous amener un petit peu plus au Québec sur 2 enjeux, les changements climatiques et la pollution atmosphérique, qui sont 2 changements interreliés, mais qui doivent être un petit peu sur notre liste de préoccupations quand on parle d'aménagement du territoire. Les changements climatiques ont été reconnus en 2009, ça fait déjà une dizaine d'années, puis c'est moi, c'est à ce moment-là que je me suis intéressée à la question quand j'ai vu ça. Mais les changements climatiques sont reconnus comme la plus grande menace à la santé du 21e siècle, ni plus ni moins, et ça fait 10 ans et on n'a toujours pas réussi à démentir cette information-là, ce qui est pas bon signe. On aimerait dire que c'est pas la plus grande menace, là, mais ça reste que ça vient en fait changer tout ce qu'on connaît de la santé. Et là, je vous dresse un portrait canadien qui a été fait récemment, il y a à peu près 2 ans, mais les impacts sont similaires au niveau de la santé des Québécois, là. Donc, on parle beaucoup de chaleur, de maladies liées à la chaleur extrême. La chaleur cause un stress immense sur le corps, puis ça vient juste sur notre capacité, la capacité de nos systèmes, là. Donc le système du cœur, le système des poumons, le système des reins, même le cerveau. Et on remarque une augmentation, en fait, de la mortalité, là, du nombre de décès dans les épisodes de chaleur extrême. Il y a aussi de plus en plus de maladies transmises par des insectes, dont les tiques. On entend souvent beaucoup parler de la maladie de Lyme, mais il y en a d'autres. Et ce qui fait en fait qu'on crée des conditions qui sont de plus en plus favorables à des maladies qui viennent infecter de nouveaux territoires, de nouvelles personnes. Peut-être l'ont certains remarqué, mais les allergies sont en train de changer. Il y a de plus en plus d'allergies, elles sont de plus en plus graves et elles durent de plus en plus longtemps. Donc, si vous faites déjà des allergies, ça se peut que vos allergies augmentent dans les prochaines années. Si vous n'en faites pas, c'est possible que vous en développiez. Et en fait, les allergies sont possiblement des impacts les plus importants en termes de coûts sur le système de santé puis d'absentéisme au travail, du nombre de consultations médicales qui vont en résulter. Mais quand on parle de changement climatique, on peut aussi penser au déplacement forcé des populations, soit liés par la perte du territoire ou des événements météorologiques extrêmes comme les ouragans, les inondations, les tempêtes. Dans l'Ouest canadien, on voit de plus en plus de feux de forêt. Les feux de forêt sont doublement néfastes parce que la pollution qu'elles engendrent rend l'air toxique. Ça vient jouer sur la santé, notamment des poumons, mais ils relâchent beaucoup de gaz carbonique et ça vient en fait empirer le phénomène des changements climatiques. C'est un bref aperçu. Il ne faut pas non plus négliger l'impact que ça a sur son sentiment de sécurité, son bien-être, mais il faut comprendre que les changements climatiques influencent à peu près tous les déterminants possibles de la santé et pas de la bonne façon. Au Québec, l'Institut national de santé publique en 2015 estimait qu'on allait avoir 20 000 décès d'ici 2050. Là. Et ça, c'est possiblement une sous-estimation parce que c'est les décès uniquement liés à la chaleur extrême dans nos villes qui vont engendrer des coûts. En fait, chaque canicule coûte à peu près 55 millions en coûts de santé au Québec. Là, et ça, c'est documenté depuis quelques années. Donc, c'est déjà des impacts qu'on ressent qui vont continuer à s'aggraver dans les prochaines années, mais qui sont déjà coûteux, qui causent déjà des décès. À
Montréal, en 2018, on a perdu 66 personnes à cause de la chaleur. Et la majorité de ces personnes-là, en fait, étaient vivaient dans des zones d'îlots de chaleur sur la ville de Montréal. Ce qui est assez frappant, c'est que tu regardes une carte des îlots de chaleur, tu regardes une carte des décès de 2018 à Montréal dans la canicule, et c'est superposable. Et donc, c'est des décès qui peuvent être évités si on agit là où il faut agir. Et ça, ce n'est pas un secret. On sait qu'il faut agir sur les îlots de chaleur. Je parle brièvement de la pollution parce que je pense que ça vient jouer beaucoup sur comment on pense nos villes, surtout nos déplacements, mais aussi beaucoup d'autres méthodes comme les méthodes d'agriculture, les industries. Mais la pollution atmosphérique est nocive pour à peu près tous les organes de notre corps. J'adore cette image-là parce que The Guardian avait résumé en fait d'une façon superbe une étude, une revue de littérature américaine avec une infographie qui parlait beaucoup. Mais le titre paraît choquant, mais il est vrai. La pollution atmosphérique vient jouer sur différents systèmes. Et c'est pas juste la pollution atmosphérique liée au CO2 là, qui est responsable principalement des changements climatiques, mais les particules fines, les oxydes d'azote, les ozones qui sont beaucoup plus néfastes en plus petite quantité pour la santé. Les derniers chiffres de Santé Canada parlent de 15 300 décès prématurés par année en 2016. C'est à peu près 4 000 au Québec. Ça représente 1 200 décès dans la communauté montréalaise, ce qui est énorme. Et c'est des décès qu'on ne voit pas, hein, dans le sens que ce n'est pas écrit sur un certificat de décès que tu es mort de la pollution atmosphérique, mais c'est de la toxicité chronique qui vient faire des décès prématurés. Ça vient jouer sur les problèmes pulmonaires, là, les gens qui font des bronchites chroniques, les asthmatiques, beaucoup. On le sait qu'il y a plus d'asthme en bordure des autoroutes. On le sait, par exemple, que dans les villes comme Toronto, un enfant sur 4 qui reçoit un diagnostic d'asthme, c'est lié à la qualité de l'air et non à des facteurs un peu génétiques ou autres. Là. La pollution vient jouer sur les maladies cardiovasculaires. Quand il y a plus de pollution, il y a souvent plus de décès par AVC, là, événements ischémiques cérébraux ou des infarctus du cœur. Ça vient jouer sur la démence, ça vient influencer le développement cognitif, particulièrement chez les enfants, et ça vient jouer sur les enjeux de fertilité. Donc, ça réduit notamment la qualité du sperme et ça a beaucoup de complications. Ça peut engendrer beaucoup de complications là, sur le développement des fœtus et des grossesses en tant que telles. Ça représente une valeur économique de 28 milliards par année au Québec, là, ce qui est quand même considérable. Et au Canada seulement, je ne sais pas ces chiffres-là pour le Québec, là, mais on sait qu'à peu près de ces décès-là, au moins 1000 qui sont liés directement à la pollution par le transport. Il y a plusieurs estimations là, sur les nombres de décès liés à la pollution atmosphérique. Vous allez voir des fois certains chiffres qui ne sont pas les mêmes que Santé Canada. En fait, chaque personne qui étudie la pollution atmosphérique regarde des fois des concentrations différentes de certains polluants, mais il faut comprendre que globalement, la pollution atmosphérique cause des décès en grande quantité qui pourraient être évités si on avait moins de pollution, si on engendrait moins de pollution de toutes causes confondues. Et en fait, là, je vous dresse un portrait plutôt sombre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait en fait améliorer la santé de tout le monde, les changements climatiques et l'aménagement et comment on répond aux changements climatiques. En fait, c'est peut-être la plus grande opportunité en santé du siècle, et pas juste pour améliorer la santé, mais pour réduire les inégalités de santé qui existent ici même au Québec. Là. Notamment, et là, c'est quelques des actions qui ont un double bénéfice, qui ont un bénéfice pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine. Quand on parle de transport collectif, transport actif, il y a toujours la question de, oui, c'est bon les autos électriques là, pour diminuer la quantité de pollution, mais globalement, si tu bouges pas plus par ton auto électrique, tu améliores quand même pas significativement ta santé. Ce qui est le plus efficace, en fait, c'est l'augmentation de l'activité physique qui résulte par l'augmentation des transports collectifs et actifs. Quand on a une offre qui nous plaît, quand on a une offre qui est sécuritaire, quand les trottoirs sont assez larges pour qu'on puisse circuler, quand on sent qu'on ne se fera pas frapper par une voiture, par exemple. On sait que c'est lié à une diminution de l'obésité, du diabète, de certains types de cancers, surtout les cancers du côlon et du sein. Ça diminue les risques d'hypertension artérielle, de démence, de dépression. Donc, ça vient jouer sur beaucoup de maladies, c'est excessivement positif. Un autre élément très positif, puis c'est mon coup de cœur des derniers mois, mais c'est la place qu'on laisse aux espaces verts dans nos villes qui est nettement suffisante. Là, à Montréal, on a une couverture verte d'à peu près 20 %. Certains pourraient dire que c'est pas mal, mais idéalement, il faudrait viser le 40 %.
Pourquoi? Pour deux raisons. En fait, ça diminue les espaces verts en milieu urbain, surtout diminue les îlots de chaleur qui sont mortels, mais ça augmente aussi la santé physique et mentale de multiples façons. On le sait que les gens qui passent environ 2 heures et demie par semaine dans des espaces verts naturels rapportent un meilleur état de santé global, physique et mental. On le sait que l'accès à la nature peut diminuer le stress après des périodes de 15 à 20 minutes là, de façon physiologique. On voit que le cortisol, qui est l'hormone du stress là, dans le sang, diminue, la fréquence cardiaque diminue, la tension diminue. Et c'est excessivement bon pour les enfants aussi. Là. Les enfants qui ont accès à plus de verdure, que ce soit proche de leurs écoles ou de leur milieu de vie, généralement ont des meilleurs développements cognitifs, performent mieux à des examens scolaires. Donc, on le sait que les espaces verts, c'est gagnant, 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 gagnant. Puis c'est pas juste une question de planter des arbres, il faut le faire de façon intelligente, mais c'est possiblement une des plus grandes opportunités qu'on a qui est à faible coût là, et qui peut même contribuer à la restauration du territoire qu'on a dégradé, là, qu'on a dommagé. Alors, je termine là-dessus, je vois le temps qui file, mais en fait, pour moi, parler de territoire, c'est parler de santé partout à différentes échelles. J'ai beaucoup parlé de milieux urbains, mais ça va pour les milieux ruraux, les milieux de banlieue. Je pense que quand on intègre les considérations pour la santé, mais c'est un choix qui est économiquement et socialement intelligent. On peut développer des villes et des municipalités qui répondent aux besoins de l'humain, où ce que l'humain se sent, ce qui est capable de se développer. Puis je pense que c'est là une des plus belles choses de la santé, c'est de permettre à la personne de se réaliser puis de vivre son potentiel et d'avoir des villes et des municipalités à cette échelle-là, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos communautés. Je pense que d'intégrer, quand on parle d'adaptation et de résilience climatique, on n'a pas le choix d'intégrer la santé dans ces questions-là, ce qui est souvent peu fait, malheureusement encore, c'est sur quoi qu'on travaille de façon régulière, mais on a besoin, au-delà de réduire ce qui cause présentement les changements climatiques, même si on arrêtait aujourd'hui de produire toute forme de gaz à effet de serre, on subirait encore les contre-coups des changements climatiques pour quelques décennies. Et donc, on n'a pas le choix de parler d'adaptation, puis c'est souvent un peu l'enfant pauvre de la lutte au changement climatique. Il faut adapter nos villes, il faut adapter nos environnements pour augmenter notre résilience face à ces perturbations environnementales-là. Puis surtout quand on sait que ces politiques-là, mais son bénéfice pour la santé, c'est gagnant-gagnant, puis c'est démontré économiquement, là, le coût des politiques climatiques, d'adaptation, de mitigation peuvent apparaître élevés, mais quand on considère les bénéfices pour la santé, on se retrouve à être gagnant, là, ça coûte moins cher que prévu. Puis je pense que pour ce faire, faut être certain d'avoir une gouvernance intégrative ce qui, à mon sens, veut dire qu'on va chercher multiples disciplines qui ont une expertise donnée, mais qui peuvent travailler ensemble puis partager leur savoir et leur expertise pour développer des nouvelles connaissances. Et ça, bien, souvent, la santé est très restreinte. Encore une fois, dans les yeux de la gouvernance actuelle, le ministère de la Santé est souvent très restreint aux médicaments, aux hôpitaux, à l'accès à des médecins de famille, mais c'est beaucoup plus que ça. Puis si on veut travailler à une meilleure santé au Québec, on n'a pas le choix qu'elle soit intégrée dans d'autres ministères, et ça inclut le ministère des Forêts, de l'Aménagement, des Affaires municipales, etc. Donc, je m'arrête là-dessus, puis j'ai bien hâte de pouvoir échanger avec vous dans le panel. Merci beaucoup, Claudel. C'est vraiment très apprécié. Merci pour cette présentation qui met vraiment en fait la table sur les échanges qui vont venir. Sans plus attendre, on va inviter en fait Sophie Paquin, qui est professeure à l'UQAM et urbaniste. Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, bonjour, ça va bien, merci. Super. Alors Sophie, je vous décris brièvement et on y va sur la présentation aussi. Alors, ça vous va? Oui. Super. Alors, Sophie, vous êtes PhD et professeure à l'Université du Québec à Montréal et membre de l'Ordre des urbanismes du Québec. Vous avez travaillé en fait pendant plusieurs années à la Direction de santé publique de Montréal afin d'y développer une approche d'urbanisme favorable à la santé. Vous avez écrit en fait plusieurs guides de bonnes pratiques, de même que des articles scientifiques sur l'aménagement des villes, la santé et la prévention de la violence envers les femmes dans les lieux publics. Sophie, c'est à vous. Parfait, je vous remercie. Donc, bonjour tout le monde. Alors, je vais vous parler un peu je vais essayer, tenter de sortir un peu du cadre habituel. Donc, tout à l'heure, Claudel a parlé de l'approche des déterminants sociaux de la santé, d'une forme systémique de conception de la santé. Évidemment, je m'inscris dans ce courant théorique-là. Et ce que je voulais vous montrer par ça, donc, je n'irai pas en détail parce qu'on en a brièvement parlé, mais on a très souvent tendance à parler de
transport, de mode de transport et d'aménagement du territoire. Mais moi, par ce modèle-là systémique, je veux vous amener à différents milieux de vie, de lieux d'emploi, de parler aussi de l'urgence climatique, puis aussi du système global dans lequel nous nous inscrivons. Donc, je vais tenter là, par 4 enjeux que j'ai définis. Mais en premier temps, je me demandais, bon, en termes de gestion de la croissance, et quand on regarde les grandes orientations d'aménagement de 1994 du gouvernement, puis de 1995 par la suite, on a déjà la gestion de la croissance. Mais ça a l'air qu'on n'a pas réussi à bien la comprendre parce que 20-30 ans plus tard, on est encore à se poser la question, est-ce que nous avons perdu la lutte à l'étalement urbain? Donc, moi, ma question, je me dis, bien, avec la pandémie en ce moment où on a vraiment vu l'importance de logement qui était plus grand pour accommoder les ménages dans le télétravail. Et on voit en ce moment, juste en regardant un peu les journaux, comment la question de l'abordabilité n'est pas juste une bombe à retardement, mais elle est en train présentement d'exploser. Donc, il y a des conséquences sur la santé physique et mentale importantes justement de l'abordabilité des logements. Donc, ce que ça fait en sorte, c'est qu'il faut se poser la question où vont aller se localiser tous ces ménages-là. Historiquement, les pouvoirs publics ont laissé aux promoteurs privés le soin d'être des producteurs d'habitation, puis ont pensé d'une façon, je vais être un peu peut-être éditoriale, mais un peu magique, à l'autorégulation du marché. On le voit que ça, l'autorégulation du marché, ce n'est pas toujours une autorégulation qui fonctionne pour le bien collectif. Et finalement, bien, on a beaucoup investi en ce moment, dans le transport collectif à haute capacité pour desservir la périphérie là, des villes centrales. Dans un premier temps, on peut trouver que c'est excellent, mais si on réfléchit un petit peu plus loin, on peut se demander est-ce que ce ne sera pas justement des vecteurs à une poursuite de l'étalement urbain? Donc, comment peut-on s'assurer que l'étalement urbain soit endigué ou est-ce que, premièrement, l'étalement urbain vers la périphérie, c'est un problème? Alors ça, c'est une grande question. Moi, ce que je veux vous parler, c'est dans cette continuité-là, c'est qu'il y aurait comme 4 enjeux fondamentaux que je vois liés à la gestion de la croissance, à la compréhension qu'on a de notre aménagement dans une perspective de santé. Premièrement, il y a les lieux d'emploi. Donc, il y a l'habitation, la question du transport et des déplacements actifs principalement, et aussi un nouvel élément qu'on voit rarement dans le domaine de la santé, mais pourtant, je vous rappelle que le ministère de la Santé a été un des premiers à se doter d'une politique d'analyse différenciée selon les sexes qu'on n'a pas nécessairement beaucoup vu appliquer. Mais je vais vous montrer tout à l'heure que ça peut être un levier pour réfléchir à la santé. Donc, quand on parle de lieu d'emploi, évidemment, le revenu, d'avoir un travail, c'est un déterminant important de la santé. Et je parle qu'en lieu d'emploi, où ils vont se localiser nos activités économiques. Alors oui, on veut des corridors et des pôles d'emploi bien desservis par le transport collectif. Là, je viens de voir, j'ai une petite faute à corridor, désolée. Et ça, une fois, ça, c'est une bonne pratique. Mais comment ça se concrétise dans les faits? Quand on regarde encore nos développements urbains, on voit que les corridors et les pôles d'emploi bien desservis par le TC, ce n'est pas nécessairement bien arrimé, bien intégré dans les pratiques. Puis, post-pandémie, qu'est-ce qu'il en sera? On ne le sait pas. Les TOD, souvent les TOD, c'est essentiellement des lieux où il y a un petit peu de commerce puis beaucoup de résidentiel. Mais à quand allons-nous voir en périphérie des TOD multifonctionnels avec une forte présence d'emploi? C'est justement pour des raisons d'abordabilité du logement, les gens vont plus en périphérie où c'est théoriquement moins cher. Puis je dis théoriquement parce que ce n'est pas tout à fait vrai, compte tenu que c'est des constructions neuves. Même le locatif est assez onéreux. Bien, est-ce qu'on peut avoir des lieux où il y a vraiment de l'emploi et où c'est accessible en transport collectif avec une bonne offre de services? Et on voit aussi qu'il y a un lien entre aménagement et transport collectif, évidemment. Et à ça, on ajoute aussi l'importance d'avoir la disponibilité des places d'affaires et leur abordabilité aussi. On est dans une économie où les PME sont des moteurs économiques importants au Québec. Les places d'affaires, ce n'est pas nécessairement juste dans le centre-ville ou dans les hautes tours. Il faut peut-être penser à un intermédiaire entre le petit bureau dans la maison et la haute tour avec une surface de plancher extrêmement importante. Il y
y a des places d'affaires qui ont besoin d'être facilement accessibles, disponibles et abordables. Et souvent, ces places d'affaires-là qui ont ces caractéristiques-là, bien, sont en train d'être requalifiées dans du résidentiel, dans des activités économiques qui sont plus rentables pour les promoteurs. Donc là, il y a un enjeu. Est-ce qu'on a encore des endroits pour faire de la business à proximité de nos domiciles? Donc, il y a un enjeu pour renforcer la question des lieux d'activité économique dans les instruments d'urbanisme. Maintenant, l'habitation. L'habitation, moi, je vous dirais que, dans tout cas, de ma perspective d'urbaniste et qui a travaillé un peu en santé et dans le développement social urbain, l'habitation, c'est la clé à beaucoup de problèmes sociaux, à beaucoup d'enjeux de santé, que ce soit des enjeux pour la lutte à la faim, au niveau même de l'activité physique, un mode de vie physiquement actif. Donc, la question de l'habitation, je pense que ça va être quelque chose, là, un enjeu extrêmement important. Alors, c'est la question, évidemment, de l'abordabilité pour l'accès à la propriété, mais l'abordabilité aussi pour le locatif. Pendant un certain temps, on se dit, on va construire en ville centrale, ça va être un petit peu plus petit, mais les gens n'auront pas besoin d'auto, ils vont être bien localisés. On le voit en contexte de pandémie, les petits logements, là, ça doit être bien localisé, mais malheureusement, ça ne convient plus aux besoins. Donc, il faut une certaine grandeur. On a souvent vu aussi que quand les familles ont un enfant, ils restent encore en ville centrale, mais dès qu'ils en ont deux, ils s'en vont en banlieue. Pourquoi? Parce que dans les villes centrales, dans les quartiers centraux, péricentraux des villes, des 10 villes les plus importantes du Québec, bien, on n'offre pas une qualité d'habitation qui réponde aux besoins de ce type de ménage-là. On a aussi l'idée dans l'habitation, un autre enjeu, c'est d'avoir une offre variée, mais sortir aussi du modèle dominant. Qu'en ce moment où on a un promoteur ou des promoteurs qui vont faire un certain lot d'habitation. Donc, il y a toutes sortes de modèles d'habitation, que ce soit du cohabitat, de la coopérative d'habitation, des mini-maisons, des projets de logement où on va réduire ou limiter la possibilité de gain en capital pour avoir une abordabilité qui va se perpétuer pour les 10-20 prochaines années en permettant aux ménages de vendre leur maison, mais pas en faisant un profit qui va faire en sorte que les autres ménages ne pourront pas y accéder. Donc, il y a toutes sortes d'options possibles. Alors, il faut sortir du modèle dominant. Et aussi, évidemment, continuer à penser à des milieux de vie complets. Alors, l'habitation, c'est à continuer à développer dans les instruments d'urbanisme. Les déplacements actifs, bien évidemment, le transport, vous le savez, c'est fondamental. C'est lié à l'aménagement du territoire avec la question de la mixité des fonctions. Il y a une question qu'on a commencé à aborder, mais qui aurait vraiment besoin de débat de fond, c'est le stationnement. Et le stationnement, oui, peut-être pour les vélos, il en faut plus, mais le stationnement, l'offre de stationnement pour les automobiles, dans tous les pôles d'emploi, dans tous les pôles commerciaux, le stationnement non tarifé principalement en banlieue, en périphérie, c'est un enjeu. Mais le stationnement aussi autour de l'ensemble des bâtiments qui font en sorte que pour les piétons et les cyclistes, ils doivent traverser, ils partent de la chaussée, puis ils doivent traverser tout un stationnement pour se rendre au lieu d'activité où ils veulent aller. Ça aussi, c'est un enjeu, avec pas de lieu dédié au transport actif comme tel. Donc, ça m'amène à l'idée que oui, il faut des infrastructures fonctionnelles, sécuritaires, conviviales, et il faut fort possiblement se doter de politiques spécifiques dans les villes et peut-être orientées par une politique, une stratégie nationale, justement pour accroître la possibilité de déplacement actif dans les instruments d'urbanisme. Et finalement, quand je vous parlais de l'approche différenciée selon les sexes ou le genre, c'est pour deux éléments. Il y a une issue des pays nordiques, donc des pays qui ont à peu près le même climat que nous, une approche qui s'est développée dans les années 90, puis après qui est devenue, on appelle ça le mainstreaming, dans les pays européens, c'est d'avoir justement, de considérer les effets, les impacts de nos décisions selon le genre. Et ça l'a amené à l'idée de se doter d'infrastructures en soutien à la vie quotidienne. Et ces infrastructures en soutien à la vie quotidienne-là, oui, bénéficient fort possiblement principalement aux femmes, mais bénéficient à l'ensemble de la population parce que dans la vie quotidienne, c'est tout le monde, ce n'est pas juste les femmes qui existent dans la vie quotidienne, c'est évidemment tout le monde. Donc, en réfléchissant dans une perspective d'analyse différenciée selon les sexes, bien, ça nous permet de voir les impacts. Puis on le voit avec la pandémie, il y a des impacts qui sont différenciés selon les genres. On l'a vu avec les mesures d'austérité et les mesures de relance par la suite au niveau du Québec dans les années 2010-2018. Les mesures d'austérité touchaient
touchait plus les femmes, puis les mesures de relance touchaient positivement plus les hommes. Donc, il faut se doter de données ventilées selon les sexes et de réfléchir en termes d'infrastructures en soutien à la vie quotidienne. Puis ça, c'est dans l'aménagement qu'on l'a, c'est dans le transport, mais c'est aussi dans les autres sphères que je vous ai mentionnées. Et ça, ben, c'est peu abordé dans nos instruments d'urbanisme, donc c'est à intégrer justement dans cette revision-là de notre stratégie, de nos orientations et de nos instruments d'urbanisme. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter pour le débat. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, c'est très intéressant. On continue en fait sur les déterminants de la santé, mais on s'en va dans d'autres endroits en suivant en fait la conversation de Claudel. Alors justement, on va aller sur une nouvelle conversation. Cette fois-ci, on va être en compagnie en fait de Gabrielle Mansou, qui est répondante régionale en sécurité routière et aménagement à la direction de santé publique de la Montérégie, et en compagnie également en fait de François Lestage, qui est coordonnateur à l'aménagement du territoire chez MRC de Marguerite Diouville pour le guide d'environnement favorable aux saines habitudes de vie. Bonjour François, bonjour Gabrielle, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Superbe. Alors, si ça vous convient, je fais des des mini descriptions, pardon, dans un premier temps en fait de Gabrielle et après de vous, François, et je vous laisse aller à votre conversation en duo. D'accord? Parfait. Parfait. Superbe. Alors, Gabrielle, vous détenez un baccalauréat en géographie de l'Université d'Ottawa et une maîtrise en urbanisme de l'Université de Montréal. Vous cumulez plus de 10 années d'expérience à la direction de la santé publique de la Montérégie en promotion des environnements favorables aux saines habitudes de vie, et vous offrez plus spécifiquement du soutien et des formations en aménagement, en transport actif et en sécurité routière pour le territoire de la Montérégie. Merci beaucoup, Gabrielle, d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, François, vous détenez un baccalauréat en urbanisme de l'Université de Montréal. Vous cumulez plus de 25 ans d'expérience dans le milieu municipal et régional et vous êtes membre de l'Ordre des urbanistes du Québec. En 1997, vous avez travaillé comme urbaniste aménagiste et occupé le poste de directeur à l'aménagement à la MRC des Mascoutins, pardon. Et depuis 2011, vous occupez le poste de coordonnateur à l'aménagement du territoire de la MRC de Marguerite Diouville. De 2008 à 2019, vous avez présidé l'Association des aménagistes régionaux du Québec et vous en êtes désormais membre honoraire à vie. Merci beaucoup, François, d'être avec nous aujourd'hui. Je vous laisse dans une conversation audio. Ça vous convient? C'est bien, merci. Parfait. Madame Gabrielle, je vous cède la parole pour commencer. Oui, je partage. Alors, ma présentation, notre présentation à François et moi va aller un peu dans la continuité de mes collègues qui ont présenté précédemment. On va aller un peu plus dans le détail. Donc, on est au niveau d'outils qui ont été développés dans le cadre d'un projet particulier, dans l'objectif d'accompagner des MRC pour l'intégration de notions, d'éléments en lien avec les environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les outils réglementaires. Donc, bien rapidement, je vais vous présenter cet outil, mais c'est pas... en tout cas, on pourra en reparler un peu plus tard dans la période de questions. Puis, si vous voulez en savoir un peu plus, là, on ira plus en détail ensemble. Donc, comme mise en contexte, bien sûr, ça part d'un besoin exprimé du milieu municipal qui nous a mentionné à plusieurs reprises un manque de connaissances pour intégrer de façon harmonieuse les saines habitudes de vie, des actions, des orientations en lien avec les saines habitudes de vie dans les schémas d'aménagement. Depuis 2012, nous avons accompagné ponctuellement plusieurs MRC sur le territoire de la Montérégie, ce qui nous a permis en 2018 de mettre sur pied un projet officiel qui a été piloté par la TIR-SHV, un autre acronyme qui signifie Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie. Pour faire une histoire courte, là, les tirs, il y a une tire par région administrative du Québec.
C'est une table qui regroupe plusieurs partenaires qui vise en fait à faire évoluer les saines habitudes de vie, la qualité de vie des citoyens sur son propre territoire. Les partenaires en Montérégie sont le MAMACH, la Direction de santé publique, Loisirs et Sports Montérégie, le MAPAC, le ministère de la Famille, le ministère des Transports, etc. On a plusieurs partenaires. Donc, la Direction de santé publique fait donc partie de cette table de partenaires et a piloté ce projet en concertation avec la TIR. Donc, finalement, en 2018, ce projet visait donc à soutenir officiellement 3 MRC du territoire de la Montérégie dans le cadre de la modification de leur schéma d'aménagement. Cependant, puisque, pour certains, vous le savez, réviser un schéma d'aménagement peut prendre plusieurs années et le projet avait une fin à un moment donné. Donc, on n'a pas été en mesure d'effectuer le processus au complet. Alors, on s'est plutôt concentré sur la révision du portrait qui constitue essentiellement la première partie là, du schéma d'aménagement. Tout ça pour se rendre compte que finalement, il était peut-être plus pertinent pour les MRC de développer un outil qui serait accessible, utile pour les aménagistes au moment où ils seraient rendus à effectuer leur révision ou leur modification de schéma. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de développer l'outil dont je vais vous présenter. Donc, l'objectif, c'était d'identifier comment on pouvait mettre en place des environnements favorables aux saines habitudes de vie à l'intérieur des outils d'aménagement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Donc, on a fait finalement une pierre deux coups en identifiant des éléments qui seraient à portée régionale et à portée locale, donc dans le plan d'urbanisme aussi. Évidemment, bon, c'est un outil qui n'est pas miraculeux. Hein? Ça a un objectif d'inspirer les municipalités et les MRC lors de leur révision. Ce n'est pas adaptable à tous, bien sûr. Et la recension, bien sûr, n'est pas exhaustive. Et aussi, nous sommes tout à fait au courant qu'il existe beaucoup d'autres plans, programmes, initiatives régionales et locales dans lesquelles des éléments en saines habitudes de vie pourraient être intégrés. Là, je pense entre autres au PDZA ou à un plan de mobilité durable, par exemple, qui serait tout à fait aussi pertinent. Donc, partant de ça, ayant ça en tête, nous avons développé l'outil séparé en 3 grands thèmes. Il faut se rappeler aussi que bon, le projet, ça touche les saines habitudes de vie. On est au courant, bien sûr, que les MRC sont intéressés à beaucoup d'autres sphères de la santé qui débordent des saines habitudes de vie. Donc, on a tenté d'intégrer aussi d'autres éléments en lien avec la santé qui n'étaient pas à proprement des saines habitudes de vie dans leur définition pure et dure. Mais on a essayé de garder ces orientations-là. C'est en 3 thèmes. Donc, le premier étant la mobilité. Le deuxième, les parcs, espaces verts, équipements sportifs de loisirs et les îlots de chaleur. Et le 3e thème sur l'alimentation. Il y a aussi un 4e thème qui est plus de l'ordre transversal, donc qui s'adresse, qui touche finalement les 3 thèmes, là, qui est plus au niveau de l'aménagement du territoire dans son ensemble. Donc, l'outil aussi est développé donc à partir des thèmes. Donc, par exemple, ici, on a le premier thème qui est la mobilité. Pour chacun des grands thèmes, on a séparé par sous-thèmes. Donc, ici, c'est un exemple là, où on présente des éléments en lien avec les infrastructures piétonnières. Et pour chacun des sous-thèmes, on identifie ce qui devrait idéalement, minimalement,
se retrouver dans un schéma d'aménagement dans le portrait. Donc, on a une liste ici de 2 points. Il peut y en avoir plus, dépendamment du sous-thème. Et ensuite, on liste une série d'éléments qui visent à aller un peu plus loin. Donc, comment on peut aller un petit peu plus loin dans le schéma d'aménagement ou même dans le plan d'urbanisme. Parce que dépendamment de la MRC, de sa situation territoriale, il se peut que certains éléments soient plus appropriés d'être intégrés dans les plans d'urbanisme des municipalités qui la composent, plutôt que dans le schéma d'aménagement comme tel. Donc, c'est à la discrétion de la MRC de faire ce choix-là, d'aller piger finalement dans la liste qui est proposée. Ici, dans tout ce qui est proposé dans l'outil, ça part de libellés qui sont déjà existants dans les schémas que nous avons consultés, schémas et plans d'urbanisme que nous avons consultés. Donc, on n'invente rien. Oui, à quelques fois, peut-être qu'on est allé un petit peu plus loin, on est allé extrapoler un petit peu, mais tout en restant conforme avec ce qu'on retrouve de façon traditionnelle dans les schémas. On avait aussi l'intention derrière cet outil de se coller davantage avec les travaux que nous avions réalisés au moment des consultations pour la révision des OGAT. Les OGAT en lien avec le DDMV, donc Développement durable des milieux de vie. Donc, on reste cohérent avec toutes les discussions et consultations qui avaient eu lieu à l'époque. Enfin, pour chaque sous-thème aussi, nous avons une liste d'indicateurs qui permet finalement de mesurer l'impact des différentes actions là, qui sont proposées. Ensuite, il y a la section « Comment y arriver ». Donc là, on a l'exemple ici là, du thème sur l'alimentation. Donc, comment y arriver? Alors, on propose des libellés d'orientation, d'objectifs, de sous-objectifs qui sont, encore une fois, repris de schémas d'aménagement existants. Encore une fois, on n'invente rien, mais bien sûr, on est allé choisir des libellés qui nous apparaissaient plus novateurs, si on veut. Il y a des exemples provenant d'MRC plus urbaines, d'MRC plus rurales. Donc, chaque MRC peut s'y retrouver, il peut trouver son compte, puis trouver son compte. Bien sûr, la liste est, encore une fois, non exhaustive, ce n'est que pour inspirer. Ensuite, comme j'ai mentionné plus tôt, il existe bien sûr plusieurs plans, programmes politiques qui peuvent être utilisés aussi pour faire la promotion des environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, le schéma d'aménagement n'est pas le seul véhicule pour intégrer des éléments en ce sens. Alors, on offre ici des propositions de plans, programmes politiques, soit à l'échelle régionale, à l'échelle municipale, et les MRC qui s'en sont dotés. Donc, pour, encore une fois, dans une perspective pour inspirer les MRC qui pourraient, par exemple, ne pas trouver de place dans le schéma d'aménagement pour intégrer certains éléments et pourraient, à ce moment-là, se doter d'un autre plan, programme pour l'y intégrer. Et enfin, au niveau réglementaire, encore une fois, on propose des libellés qui ont été repris dans des schémas d'aménagement ou même au niveau local. Donc, on a ici des libellés d'éléments en lien qui peuvent être intégrés aux documents complémentaires du schéma d'aménagement et des libellés qui peuvent être intégrés au règlement d'urbanisme des municipalités. Donc, encore une fois, une liste non exhaustive, mais inspirante qui a été reprise de MRC et de municipalités qui innovent en la matière. Donc, enfin, c'est un outil qui est évolutif, je vous rappelle, comme
Il risque d'avoir plusieurs discussions, modifications, évolutions dans cet univers-là dans les prochaines années. Nous nous engageons bien sûr à le mettre à jour constamment. Puis évidemment, si vous avez des commentaires, des observations à nous partager, nous sommes bien sûr très ouverts là, pour les écouter et pour les intégrer à l'outil. Il est disponible en ligne sur notre site Internet, donc vous pouvez y accéder là, à partir de la présentation que les organisateurs vont vous partager prochainement. Puis, j'ai mis nos coordonnées, donc si vous voulez me contacter, moi ou François, qui va placer son mot après, là, ou même Maude Saint-Hilaire, qui est absente aujourd'hui. Elle avait un contretemps, mais c'est elle la coordonnatrice de la TIR. Donc, nous avons travaillé là, de pair là, pour développer cet outil. Alors, François, je te laisse la parole pour compléter. Ben oui, mais donc, merci Gabrielle. Donc, essentiellement, comme vous avez pu le constater, et précédemment aussi Mme Paquin qui en parlait, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut retrouver dans la réglementation, donc qui peut servir de levier pour les communautés à prendre en compte tous ces aménagements-là ou ces objectifs d'environnement sain pour nos populations, pour recadrer, si on veut, les milieux de vie, la qualité de vie. Et le guide, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on soit à une échelle locale, qu'on soit à une échelle régionale, qu'on soit même au niveau d'une municipalité, tout le monde peut y trouver son compte pour amorcer cette réflexion-là. Et éventuellement, c'est sûr que l'objectif d'un aménagiste comme moi qui travaille dans une MRC, c'est de travailler avec l'ensemble des municipalités de ma MRC pour éventuellement faire adhérer l'ensemble des élus à ces objectifs-là. Donc, objectifs qui s'intègrent dans un schéma d'aménagement qui vont se retrouver par suite de concordance locale à la réglementation dans des réglementations locales au niveau terrain, au niveau des municipalités. Un autre élément que j'ajouterais, puis je conclue là-dessus, c'est que de plus en plus au niveau des aménagistes, ce qu'on essaie de travailler beaucoup, c'est oui, l'adhésion à ces objectifs-là et à ces enjeux-là, mais également, et là, dans le guide, il y a passablement de suggestions de cibles à atteindre pour pouvoir quantifier si on y arrive aussi. Donc, toute la question du monitoring dans nos exercices de planification, mais toujours en ayant aussi la préoccupation de laisser au milieu municipal le choix du moyen. Donc, c'est souvent la clé de succès, je vous dirais, au niveau de la politique municipale, c'est que dépendamment de la taille et des moyens des communautés, c'est à la communauté, dans le fond, au milieu municipal, de choisir par quels moyens ils vont tendre à atteindre les cibles qui auront été arrêtées au niveau régional. Et ça, je pense que c'est une clé là, de succès et c'est une recette qui nous apparaît gagnante là, pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années par rapport au contexte de l'aménagement et en souhaitant aussi que la grande conversation nationale puisse aussi amener des nouveaux outils, des nouveaux leviers là, plus légaux, je dirais, ou des orientations nationales qui vont nous faire emboîter le pas également. Merci beaucoup, François. Merci également, Gabrielle, pour cette présentation. Merci également à Claudel et à Sophie. Je passe directement en fait la main à Philippe qui va justement animer la discussion avec les personnes qui sont en train de regarder cet échange-là. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, effectivement, on passe à la période d'échange. Petit rappel des consignes d'usage. Donc, on aimerait en faire un événement donc, très participatif, que vous preniez la parole donc, à l'écran et si bien sûr ensuite peut-être aussi des questions par écrit, mais également vous les posez vous-même. Donc, pour y arriver, vous allez utiliser l'outil Lever la main. Donc, c'est dans votre logiciel Zoom, vous allez dans Réaction ou au bas de l'écran, dans la barre, il y a Lever la main. Alors, on va prendre en note les tours de parole. Et également la boîte conversée que vous connaissez déjà. Alors, on encourage les questions, mais aussi les commentaires, les réflexions. Donc, c'est un format le tour de table sur tous les sujets qui vous brûlent, dont on a parlé, mais aussi, donc, essayons d'aller vers les outils, les objectifs qui sont collectivement à notre portée, là, à la portée des municipalités, des communautés, des gouvernements,
pour répondre là, aux enjeux de santé, des milieux de vie dont nos présentateurs nous ont très bien parlé. Alors, dès maintenant, je vais inviter quelqu'un à briser la glace en levant la main, puis on y va comme ça. Oui, bonjour. Oui. Pardon, je ne vois pas le bouton, en fait, lever la main. Là. Ben, allez-y, vous êtes le premier. Je ne vois pas qui parle, mais allez-y. Oui, je peux juste... Oui, bonjour. En fait, je voudrais juste savoir, en fait, si vous avez En fait, qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'il y a une péréquation entre les municipalités au niveau de la fiscalité? Peut-être en fait, que ce soit plus équitable, qu'il n'y ait pas des incitatifs à, par exemple, dézoner les milieux agricoles ou naturels. Donc, en fait, peut-être à Mme Paquin. En fait. Voilà. Ben, moi, je vous dirais toutes les stratégies qui peuvent être mises en place pour réduire la dépendance, voire excessive des municipalités à la taxe foncière, puis à la tarification, permis certificat, tout ça est importante. Par contre, il faut s'assurer qu'il y ait quand même une certaine équité aussi dans les stratégies qui sont mises en place. Mais effectivement, c'est un must parce que sinon, le système économique pour la survie de la municipalité est orienté vers ça. On ne peut pas les blâmer. Moi, je ne les blâme pas, les municipalités, de devoir toujours se développer plus pour offrir des services. Sauf que là, on le voit, les effets pernicieux que ça a. Donc, que ce soit péréquation ou d'autres stratégies, c'est bienvenu dans la mesure où c'est aussi équitable et c'est soucieux de ne pas accentuer les inégalités sociales qui seraient défavorables, évidemment, aux plus démunis. Si Philippe, tu me permets Oui, d'ajouter François. aussi, à moins que je fasse erreur, mais de mémoire, je sais aussi que dans la loi constitutive de la communauté métropolitaine de Montréal, cette question de péréquation-là est déjà prévue, mais ne l'ont pas utilisée jusqu'à présent encore. Donc, peut-être, c'est un bon exemple que c'est un sujet qui est très, très délicat, la question de la péréquation. Ou des fois aussi, c'est le partage là, pour les municipalités qui ont beaucoup de territoires et qui font beaucoup de développement, que ce soit industriel. La question du partage ou des parcs régionaux au niveau industriel pour qu'il y ait un partage de l'assiette fiscale des gains ou des recettes fiscales. C'est sûr que théoriquement, c'est une avenue, mais de l'opérationnaliser, c'est une autre paire de manches, je dirais. Alors, François, tu m'en apprends. Donc, effectivement, c'est tout l'enjeu des milieux qui peuvent agir, mais donc, c'est la fiscalité là, qui peut être le frein. Alors, c'est un des thèmes là, qui était soulevé dans la conversation. Je vois 2 mains levées actuellement, donc j'ai 3 mains. Je vais passer la parole à Antoine, ensuite à Samuel et à Christine. Donc, Antoine. Je vais juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Là, ça va? Oui, OK. En fait, de péréquation, moi, ça fait longtemps que je fantasme sur l'idée qu'il va y avoir une espèce de redistribution des revenus des municipalités inversement proportionnelle à l'étalement urbain pour encourager les municipalités justement à restreindre l'étalement urbain, puis surtout à protéger les grands espaces verts. Est-ce que c'est réaliste? Ben non, je suis complètement dans le fantasme. Je pense qu'on met le doigt sur le bobo, en tout cas, là, parce que ça ressemble un peu, c'est dans la suite de l'autre question. Je vais peut-être laisser les autres questions, puis on va faire un tour à ceux qui veulent répondre. Donc, Samuel. Oui, peut-être un petit complément à ce qui s'est dit spécifiquement sur l'idée d'avoir une redistribution entre les municipalités pour peut-être préserver ou mettre en valeur certains terrains, que ce soit des espaces verts ou du territoire agricole. Il existe quand même une innovation qui est assez récente, là. Bon, c'est dans la communauté métropolitaine de Montréal, dans les 82 municipalités. C'est un programme de compensation aux municipalités rurales pour la protection du territoire agricole. Donc, c'est spécifique au territoire agricole. Pourquoi ne pas l'imaginer à terme aussi pour des milieux naturels? Je pense que c'est le genre de réflexion qui est tout à fait pertinente dans le cadre de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire, d'autant plus que là, on fait le lien avec la santé aujourd'hui. Les espaces verts, je pense que Claudel le disait tout à l'heure, c'est un déterminant important de la santé, l'accès à des espaces verts. Exactement, oui.
Alors, Christine, puis ensuite, il va y avoir Éric Robitaille. Mettez votre micro ouvert, s'il vous plaît. Merci. Je le voyais ouvert à l'instant, là, il ne l'est plus. Ah, là, oui, ça doit être bon. Oui. Bonjour tout le monde, merci beaucoup, c'est intéressant. Je vais essayer d'être concise. Moi, je travaille depuis une quinzaine d'années dans ma tête pour les personnes en situation de handicap, qui sont principalement les jeunes personnes handicapées qui sont obligées de passer leur vie en CHSLD. Donc, j'aimerais évidemment, ça, on parle de santé physique, on parle de santé mentale, on parle de etc. Et toute l'évolution de ma réflexion depuis les 15 dernières années, je viens de partir un projet dans une municipalité de 1300 habitants de construction de mini-maisons adaptées aux personnes en situation de handicap. Et j'aimerais apporter l'idée, en fait, parce qu'on parle beaucoup d'urbanisme au niveau des grandes villes, de l'étalement urbain. Moi, je suis en milieu agricole ici. Et les personnes, par exemple, aussi, il y a les jeunes personnes handicapées, mais il y a aussi les personnes aînées. Un agriculteur qui perd des capacités en vieillissant, qu'est-ce qui l'attend dans sa vie? C'est d'aller dans une ville, dans une boîte en béton qu'on appelle CHSLD et qui va passer le reste de ces jours-là. On le sort de sa communauté, on le sort de sa terre, de son milieu de vie de toujours. Et moi, ce que j'aimerais proposer, en fait, c'est aussi d'élargir tous ces beaux projets dont vous parlez, d'élargir ça en milieu rural. Avec, par exemple, des cœurs villageois dans lesquels on pourrait retrouver des micro CHSLD. Évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse, fait que j'imagine des mini-maisons autour d'un centre de service, mais qui fait que c'est intégré dans la communauté. Dans notre village, on a par exemple une école internationale, la première en milieu rural, qui a attiré énormément de jeunes familles. Donc, avoir un espèce de centre comme celui dont je parle, on peut faire du jardinage communautaire, par exemple, et intégrer les enfants qui peuvent venir aider un jeune en chaise roulante ou un aîné qui habite dans cette micro-endroit. Pour créer une dynamique au niveau de la municipalité et arrêter de sortir les personnes qui ne sont plus aptes à rester chez elles, arrêter de les sortir de leur milieu. Moi, je suis à 1h15 de Montréal, mais quand on pense à l'Abitibi, ben, ça peut être des heures de route pour aller visiter quelqu'un dans un CHSLD ou une résidence. C'est catastrophique. Puis là, l'hiver, ben, ça n'aide pas. C'est ça. Donc, ouais, c'est vraiment d'aller vers le milieu de vie, l'intégration des personnes en situation de handicap, qu'elles soient aînées ou jeunes, mais mon bag à moi, c'est vraiment les jeunes. Milieu de vie à échelle humaine. C'est comme ça que je peux le résumer, oui. Mais local aussi. Localement, donc dans votre cas, c'est la ruralité. La personne qui est obligée de partir en ville, c'est pas drôle. Là. J'en ai connu plusieurs, ça fait une dizaine d'années que je suis ici. J'en ai connu plusieurs et c'est dramatique, autant pour la personne que pour la communauté qui perd ses résidents et qui sont des gens souvent qui sont très, très impliqués dans la communauté. Alors voilà, mais la question s'adressait peut-être beaucoup à Dr Claudel au niveau de la santé physique, mais mentale surtout, là, dans ce cas-ci. Alors voilà. Merci beaucoup, Christine. Donc, j'avais proposé qu'on fasse un tour de table. Moi, j'ai pris bonne note des questions. On en a deux gros sujets sur la table. Puis j'ai promis la parole à Éric. Donc, on prend sa question, puis après ça, on fait un tour des panélistes, si vous voulez. Je vais résumer les sujets qui ont été apportés. Alors, M. Robitaille. Si vous voulez bien ouvrir votre micro. C'est à moi? Oui, OK. Parce que j'ai une coupure dans mon Wi-Fi, là, c'est pour ça que... OK, bien, merci pour les présentations, c'était très intéressant. Nous, en santé publique, on a un sujet qui nous tient à cœur, c'est les inégalités sociales de santé.
Là, j'aimerais ça entendre les panélistes, à savoir comment que des outils d'aménagement ou des outils d'urbanisme pourraient nous aider à réduire en fait, peut-être pas à réduire les inégalités sociales, mais au moins réduire les impacts que peuvent causer les environnements sur les inégalités de santé. Puis aussi, tu sais, c'est en lien avec les inégalités sociales, dans le sens que quand on est à faible revenu ou on n'a pas les possibilités d'aller s'installer où qu'on veut, puis on est pris peut-être avec à aller rester dans des environnements adverses. Ben, Sophie Paquin a un peu parlé avec les analyses selon les genres, là, mais il faudrait peut-être aller plus loin que juste les genres, puis englober aussi plus dans un spectre plus large les inégalités sociales. Bien, merci, Éric. Alors, je résume rapidement les questions. Antoine et Samuel nous ont parlé là, de redistribution fiscale sur les milieux, notamment pour favoriser les milieux verts qu'on souhaite. Christine nous a parlé là, de l'évolution de l'habitation pour les gens là, à leur stade de leur vie, selon leur vulnérabilité, donc des espaces à échelle humaine, puis notamment en contexte de ruralité. Puis Éric là, nous a parlé de comment mieux travailler les inégalités sociales de santé. Alors, je ferai un tour sur nos panélistes. Qui veut commencer, Claudel? Je peux y aller. Je peux juste être d'accord avec ce que Christine a amené là, sur l'importance de la proximité des milieux de vie qui sont adaptés, adéquats. C'est une question qui est par contre excessivement complexe. Puis on a vu beaucoup dans les dernières années, surtout dans le domaine de la santé, une tendance à la très grande centralisation des services, ce qui a engendré plusieurs problèmes de différentes façons. Et en fait, je pense une des raisons, c'est qu'on a tendance à beaucoup concevoir la santé autour de l'hôpital, autour du monde médical, alors que la santé est beaucoup plus que ça. Puis comme je le mentionnais, on a souvent tendance à concevoir la santé comme l'accès à des soins de santé, mais ça, c'est qu'une portion très petite de l'état de santé d'un individu. Puis on a tendance beaucoup à traiter la santé en silo d'une certaine façon. Moi, c'est ma perspective sur la question. Puis j'ai pas la recette miracle sur comment on peut s'assurer que toutes les communautés aient des milieux de vie adaptés pour tout le monde. Je pense que c'est l'objectif dans lequel on devrait avancer. Puis je pense que c'est ce qu'on devrait avoir en tête quand on prend des décisions, quand les gouvernements, les élus prennent des décisions sur l'aménagement de leur territoire, de leur communauté, des services qu'ils vont offrir. Mais ça vient un peu dans le même sens de l'égalité de santé. Pour le considérer, il faut être au courant. Puis c'est un peu drôle comme la façon de le dire, mais souvent, c'est pas nécessairement parce qu'on travaille en environnement ou en gouvernance qu'on est au courant à quel point la santé, c'est quelque chose de complexe qui intervient à multiples niveaux. Puis je pense que la meilleure façon, c'est d'assurer qu'on donne une voix adéquate à des experts en santé, que ce soit des organes de santé publique ou des médecins qui s'intéressent à ces questions-là. Il y en a beaucoup, mais pour que ces préoccupations-là soient connues. C'est juste à Montréal, on sait qu'il y a d'immenses inégalités de santé sur le territoire. Il y a des écarts de vie de 10 ans entre les quartiers les plus défavorisés et les quartiers les plus favorisés sur l'île. C'est complètement inacceptable, mais ça reste qu'on travaille avec ça. Puis pour les nommer, ces inégalités-là, ben, il faut les documenter, il faut être au courant. Fait que oui, des analyses différenciées pour le genre, c'est pertinent, mais il faut aller un petit peu plus loin, puis il faut considérer surtout le niveau socio-économique, des niveaux de revenus, d'éducation, d'accès alimentaire. Je pense qu'on a travaillé sur beaucoup d'enjeux, mais d'une façon souvent un peu divisée, puis on est comme dans un besoin de recentraliser un peu toutes ces données-là pour avoir une réelle vue d'ensemble sur ces facteurs-là qui influencent la santé. Un des éléments, puis j'arrête après, là, mais qui est quand même, il y a un paradoxe là, quand on parle d'aménagement du territoire, puis c'est le paradoxe vert. On est la majorité très, très en faveur du verdissement des villes, mais le problème avec le verdissement des villes souvent entraîne un effet paradoxal de gentrification puis d'augmentation de la valeur de l'environnement. Et il y a j'ai pas encore vu de recette miracle pour le contrer, là, sauf des politiques sociales très fortes pour la mixité sociale puis la préservation des logements accessibles. Mais ça, il faut qu'il y ait une volonté municipale. Puis je pense que Montréal est le théâtre très actif de ça en ce moment. Là, on parle plus que jamais d'accessibilité de logement, mais quand on parle de verdir les villes, il faut le faire de façon intelligente parce qu'on sait que ça peut entraîner une gentrification, ça peut pousser des gens hors de leur quartier, et ça, c'est un effet collatéral très, 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 très dangereux. François? Oui, si je peux faire
en tout cas, prendre la balle au bon. Moi, j'aime bien la question des silos. Je vous dirais que dans notre pratique, souvent, c'est de briser justement ces silos-là parce qu'en aménagement du territoire, en tout cas au niveau régional, ben oui, vous avez la question de la santé, vous avez la question de la protection de la nature et de la connectivité écologique, vous avez le transport, etc. Puis, on travaille souvent avec des ministères qui ont des objectifs et des orientations très ciblées pour chacun de leurs ministères. Alors, il faut travailler à tisser des liens entre les différents ministères pour coordonner, si on veut, l'ensemble de ces orientations-là. Donc, c'est toute la question transversale et la santé et les objectifs qu'on discute aujourd'hui, souvent, bien, oui, part d'un problème qui est ciblé au niveau de la santé, que ce soit l'inéquité sociale ou les problèmes d'îlots de chaleur, mais après ça, de façon transversale, c'est tout un enjeu après ça de briser les différents silos. Je pense que c'est un des éléments là, qui est presque un défi quotidien là, pour les professionnels de l'aménagement. Et un dernier commentaire sur la présentation de Mme Paquin qui parlait souvent de la question de, dans l'histoire, les développements résidentiels, que ce soit Montréal ou quelque ville que ce soit, quelque taille que ce soit, à une certaine époque, c'est la ville qui ouvrait les rues, qui laissait, qui donnait accès à des terrains. Puis après ça, les gens se choisissaient un contracteur, puis ils construisaient leur maison, soit de l'autoconstruction, ben non, ils faisaient affaire avec un contracteur. Avec les années, ben, c'est des ententes avec des promoteurs. Donc, c'est des ententes avec des promoteurs qui vont ouvrir des quartiers complets et en tout cas, c'est un peu insidieux, mais les promoteurs sont arrivés à proposer des factures, proposer des aménagements. Et là, je pense qu'il faut renverser un peu la vapeur. Il faut que le monde municipal se dote d'une réflexion, dire c'est quoi notre besoin, c'est quoi qu'on veut, quel objectif on veut réaliser dans ces milieux de vie-là. Et il y en a de moins en moins, entre guillemets, des terrains de jeu ou des terrains à développer. On le dit, là, on veut lutter l'étalement urbain. Donc, il faut construire la ville sur la ville. Et là, c'est du redéveloppement. Alors là, il y a d'autres défis dans le redéveloppement, la requalification des milieux. Et il faut rentrer les objectifs puis les bienfaits qu'on souhaite, comme qu'on discute aujourd'hui. Mais après ça, il y a d'autres éléments. Puis il y a toujours le défi après ça d'arriver avec les travaux publics, les ingénieurs qui planifient les routes avec une certaine largeur, la fluidité des véhicules, et lui dire qu'il n'y a pas juste des utilisateurs en véhicule qui vont utiliser nos milieux de vie, il y a des piétons, il y a des cyclistes, des petites familles. Et là, ben, c'est une bordure, un trottoir. Puis là, je pourrais rentrer dans les détails, là, mais on est rendu dans le design de la rue. Et souvent, ben, après ça, tu as le directeur des travaux publics qui va dire, ben, moi, ça me prend telle largeur pour déneiger. Plus petit que ça ne fonctionnera pas. Et j'arrête là. Intéressant, on est parti de la question de la fiscalité, là, la fiscalité qui permet aux municipalités de faire les développements souhaitables. On a tout de suite glissé avec François dans la question de la gouvernance. Là, donc, comment les acteurs ministériels agissent sur le territoire, puis comment les municipalités, qui étaient autrefois les maîtres d'œuvre du développement, l'ont perdu un peu. Alors là, on avait quelques questions. Est-ce que les panélistes voulaient compléter? Sinon, je vais retourner. Donc, Sophie, oui. Compléter, moi, sur la question des données ventilées selon les sexes. C'est pas les sexes ou le genre n'est pas une catégorie comme une autre. C'est une structure c'est extrêmement structurant sur la pauvreté, sur l'accès à l'emploi, sur aussi toutes les inégalités. Donc, si on le regarde, si on sort de notre prisme habituel de toutes les catégories, puis là, on essaie de comprendre comment ça marche, les inégalités, mais si on prend vraiment le prisme d'une analyse selon les genres, sur les sexes, on va y aller binaire, même si je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça, les hommes et les femmes, bien, on peut réussir à capter toutes les inégalités ou presque. Parce que ça structure plus, c'est pas juste une catégorie. En tout cas, mes réflexions m'ont amené à ça pour sortir du modèle d'une longue série de listings de toutes sortes d'indicateurs. En prenant ce focus-là, sans nécessairement, on réussit à capter la majorité des autres indicateurs d'inégalité. Alors ça nous donne peut-être un levier pour passer à l'action, parce qu'on disperse moins l'ensemble des indicateurs. Donc, c'est pas magique, mais je pense que quand après plusieurs années où on essaie de lutter contre les inégalités sociales, puis on y arrive à moitié, hein, quand même, on a fait des avancées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, bien, il y a peut-être lieu
de prendre un autre prisme pour être capable peut-être d'avancer plus loin. Et ça nous permettrait d'aller sur l'habitation aussi. Je pense que ça a été souligné. Hein? Je ne répéterai pas tout ce qui a été dit, mais je suis contente de voir qu'il commence à se bâtir un consensus sur l'idée de l'habitation comme un vecteur extrêmement important de santé et puis qu'il faut revoir nos pratiques et nos vieilles politiques. Merci, Sophie. Alors, je vais reprendre des tours de parole, puis ça ne fait rien, on va prendre les gens qui n'ont d'abord pas pris la parole, puis ensuite on reviendra là, dans un deuxième tour. Donc, j'ai Marie-Josée Dupuis, puis ensuite Cécile Roy. Marie-Josée, à toi la parole. Bonjour, bonjour à tous. Moi, je travaille en organisation communautaire dans le centre-sud à Montréal. Donc, les enjeux d'habitation, on a beaucoup de tours d'habitation, notamment aînés, etc. Donc, dans le contexte de la pandémie qu'on vient de vivre, c'était assez frappant, là, notamment tout ce qui était les périodes de chaleur accablantes et tout ça dans le contexte où tout était plus ou moins fermé. Il y avait certains disons, immeubles de la ville, je pense qu'ils sont restés préservés. On a pu ouvrir les salles communautaires également pour offrir ces haltes fraîcheurs. Mais je trouve ça super intéressant, la conversation aujourd'hui aussi, pour le ramener dans mon équipe là, en organisation communautaire, parce que je vois beaucoup de gens, je pense, qui sont du milieu de l'aménagement, mais on a tout le volet santé aussi. Donc, en fait, c'était vraiment en lien avec l'habitation aussi, mon commentaire aujourd'hui, notamment par rapport au fait que, oui, il y a de la surenchère à Montréal, c'est assez spectaculaire. Puis, effectivement, ça a un impact aussi sur l'abordabilité des loyers. La préoccupation, c'était justement de dire que ça touche à l'autorégulation du marché, puis on le voit à quel point ça n'a comme pas de bon sens en ce moment, puis ça défigure les quartiers. Il va y avoir comme un exode, je ne sais pas, où les familles, comme disait Sophie Paquin, je ne sais pas, les familles vont se ramasser où, les ménages à faible revenu, et donc c'est une préoccupation que je constate aussi chez plusieurs personnes. J'avais une question parce que, dans le fond, je suis également impliquée sur le développement du site Louvain qui est à proximité de chez moi, puis le modèle de fiducie d'utilité sociale qui va être testé sur ce développement futur. C'est un gros développement dans le quartier. Il y a Angus également qui a testé là, le modèle de fiducie d'utilité sociale, mais je pense vraiment que c'est une avenue à regarder au niveau national aussi. Dans le contexte de la discussion qu'il y a au niveau national, parce que ça permet vraiment de sortir du marché, là, le foncier. Et donc, je ne sais pas, dans le contexte où il va peut-être, dans le contexte montréalais, avoir des ensembles, on parlait des tours de bureaux, est-ce que les tours de bureaux vont garder la même vocation en centre-ville? Est-ce que ça va être des nouveaux espaces qui vont redevenir appropriables pour d'autres usages? Donc, de vraiment regarder aussi les pouvoirs que la ville pourrait utiliser pour se saisir de cet outil-là, donc de la fiducie d'utilité sociale qui a historiquement été plus appliqué sur le patrimoine, par exemple, sur la préservation du patrimoine. Marie-Josée, oui. Si tu permets, es-tu capable, en quelques mots, là, oui, de nous décrire la fiducie d'utilité sociale, là, comment ça fonctionne? Oui, bien, comment ça fonctionne? En fait, là, dans le contexte ici de Louvain, c'est sûr que c'est un site qui appartient à la Ville de Montréal, donc essentiellement. Toute la mécanique, je ne rentrerai pas dans les détails, je ne suis pas experte là-dedans, mais essentiellement, ce serait comme un organisme à but non lucratif qui pourrait gérer l'ensemble du développement, les habitations donc, qui sont sur le site, qui seraient construits à prix abordable. Donc, grâce à cette fiducie-là, serait, dans le fond, excusez, mon Dieu, la vocation ne pourrait pas être changée parce qu'elle serait figée dans un acte de fiducie qui est donc impossible ou presque là, à modifier là, dans le temps, à moins de passer devant un juge. Puis c'est toute une démarche légale là, finalement qui permet vraiment de figer l'usage initial là, donc, du site. Donc, je pourrais envoyer plus d'informations à ce sujet-là, là, évidemment, là, mais c'est quelque chose, je trouve, qu'au niveau de la loi, de la conversation nationale, qui devrait être regardée aussi. Donc, dans un contexte aussi où il faut rebâtir la ville sur elle-même. Voilà. Merci beaucoup.
Là, je vois le temps qui passe. Je vais prendre Cécile, son intervention. Peut-être on pourra revenir sur la question de Marie-Josée puis sur ce que Cécile nous propose. D'accord, bonjour. C'est Bonjour. très, très, très intéressant. Malheureusement, j'en ai manqué des petits bouts au début. Moi, je ferais deux éléments que j'aimerais me ramener. J'ai participé récemment, parce que je suis membre de Mères au front, une pré-consultation pour le plan d'urbanisme de la ville de Longueuil. Puis, un peu comme disait Claudel au début, ce qui était surprenant, c'était de ne pas voir comme prémisse et comme énoncé pour un plan d'urbanisme qui va aller jusqu'en 2035, qu'on ne parle pas d'urgence climatique, de réchauffement climatique, de pollution, de l'importance de, tu sais, un peu comme énoncé de départ sur lequel on ne peut pas ignorer. Puis, on fait le lien avec la santé aussi. Et l'autre élément que je voulais ramener, c'est aussi, parce que je suis aussi membre du Centre des femmes de Longueuil, puis soutenir Mme Paquin quand elle parle de l'importance de l'analyse différenciée selon les sexes et les genres. Et je pense que ce n'est pas en opposition avec les inégalités sociales. Et dans le plan d'urbanisme, juste comme exemple que j'ai amené lors de la consultation, je pense qu'on a travaillé par rapport à ça. Je donne l'exemple juste du transport collectif. Qu'on veut aménager des choses interlignes, on doit tenir compte de la sécurité des femmes. Il ne faut pas se le cacher, que les femmes ont plus de risques d'être agressées ou de vivre de la violence. Donc, de ne pas faire des trajets qui déposent des gens dans des coins isolés, prévoir qu'ils puissent mettre des carrosses. C'est des choses, des détails, mais c'est des choses importantes à voir. Puis, ça va autant servir pour des personnes handicapées ou d'autres personnes plus âgées, cette préoccupation-là. L'autre, toute la question des logements sociaux, puis d'avoir des logements abordables pour les jeunes familles. Mais quand on le regarde sous l'angle aussi des femmes qui vivent actuellement de la violence conjugale, on voit une montée, malheureusement, très grande. Mais ils sont pris au piège parce qu'ils n'ont pas accès à Longueuil. Il y a une pénurie de logements, de logements sociaux et de logements abordables. Donc, si on le prend sous l'angle de la situation des femmes, ça nous permet de pousser encore plus loin. Puis ça va autant servir à d'autres personnes qui en auraient besoin. Et puis l'autre élément que j'avais ramené comme exemple, c'est tout le développement de l'agriculture au niveau de l'alimentation, parce que c'est encore beaucoup les femmes qui ont je ne dis pas uniquement, là, je ne veux pas dire que c'est uniquement, mais qui ont cette préoccupation-là. Donc, d'avoir des jardins, de l'agriculture urbaine, des marchés locaux, de l'échange avec les agriculteurs, tout cet aspect-là, pouvoir le développer, si on regarde en particulier par rapport aux besoins des femmes, ça peut nous permettre d'aller un peu plus loin. C'est dans ce sens-là que je le vois. Il y a plein d'autres choses, mais je vous remercie. Puis l'autre chose que je voulais savoir, ma dernière question, c'est est-ce que, quand vous avez parlé du tir SHV, est-ce que il est guidé un peu la ville de Longueuil là, dans le développement du plan d'urbanisme? Merci beaucoup. Alors là, comme on a des sujets peut-être un peu différents, je vais laisser les panélistes répondre, puis je vais prendre les deux dernières mains levées pour terminer. Ce sera Diane et Antoine à la suite. On va faire ça comme ça. Alors, sur les questions de Marie-Josée, notamment l'utilisation de la fiducie d'utilité sociale comme outil pour les municipalités, puis de Cécile qui avait des questions sur la TIR-SHV, mais aussi sur tout le background de l'urgence climatique là, qui doit être un peu derrière tout ça. Alors, nos panélistes. Peut-être rapidement pour répondre à Mme Roy. Oui, au niveau de Longueuil, Longueuil participe à nos échanges là, au niveau de l'aménagement du territoire. Je ne vous cacherai pas qu'il y a un peu de roulement au niveau du personnel. Donc, oui, il y a une personne qui était au courant. Là, il faut s'assurer aussi que les gens qui prennent la relève soient aussi au courant, mais comptez sur nous pour s'assurer que ces outils-là soient disponibles, puis qu'on puisse les transmettre aux bonnes personnes pour l'organisation de Longueuil. J'ajouterais que le schéma d'aménagement de l'agglomération de Longueuil a été révisé il n'y a pas très longtemps et la ville de Longueuil devra s'y conformer. Donc, dans ce schéma-là, pour l'agglomération de Longueuil, il y a beaucoup d'éléments très novateurs, surtout en lien avec l'agriculture urbaine, avec le logement, avec le transport. Donc, la ville devra s'y conformer, mais bien sûr, à titre de citoyenne, oui, il faut participer aux consultations. Je vous félicite. Moi-même, citoyenne de Longueuil, je vais activement y participer d'ailleurs. Alors, on a 2 représentantes pour ces consultations. Génial.
Est-ce que... J'ajouterais peut-être un dernier élément. Sur tous les sujets qu'on aborde cet après-midi, il faut comprendre aussi que dans le monde municipal, des fois, la clé ou la porte d'entrée n'est pas nécessairement de l'urbanisme ou de l'aménagement ou de la planification. Des fois, ça peut être les gens loisirs qui vont prendre à bras-le-corps ces dimensions-là qui sont toute la question des parcs, loisirs, terrains de jeu, espaces verts. Il y a les travaux publics qui vont s'occuper plus de l'équipement. Des fois, ça va être un office municipal d'habitation. Dans notre cas, chez nous, on est rendu avec un office régional d'habitation qui va s'assurer du logement social et de l'accessibilité à l'habitation. Donc, c'est pas toujours les gens qui sont pas toujours imputables vers le même service. Donc. Les gens imputables ne sont pas toujours au sein d'un seul et unique service, c'est ce que je voulais dire. Plusieurs portes d'entrée. Est-ce que Sophie, Claudel, vous vouliez compléter, entre autres, là, sur l'autre sujet aussi, de la fiducialité sociale? Je ne connais pas du tout la fiducialité. Bon, bien, parfait. On va aller s'instruire. Claudel, j'adore l'idée, là, mais j'ai trouvé un lien rapidement parce que j'étais curieuse, mais j'adore l'idée, mais je ne peux aucunement me prononcer de façon intelligente sur la question. Philippe, je connais les fiducies de conservation, là, mais... c'est dans nos devoirs à tous d'aller creuser cette question-là. Donc, on va prendre les deux dernières interventions. Je vais d'abord prendre Diane qui n'a pas pris la parole, puis Antoine à Boisseau. Donc, Diane Boudreau, s'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est ça. Moi, on parle de territoire, d'aménagement, d'urbanisme. Je me dis, associé à la santé, on ne peut pas faire autrement de se questionner sur la place de l'automobile dans les centres-villes. Je ne sais pas comment la conversation là, du gouvernement va toucher à ces aspects-là. La question des autoroutes aussi qui passent près des édifices à logement ou comme à Québec, à la tête des ponts, on est en train de construire des immenses édifices près des autoroutes. Je me dis la question du bruit, il y a tous des impacts sur la santé aussi. En tout cas, c'est comme un commentaire par rapport à la place de l'auto, les normes sur les stationnements aussi. Moi, j'habite près du cégep de Sainte-Foy. Je suis présidente du conseil de quartier aussi. On nous demandait notre opinion sur des résidences qui vont être construites, qui sont en construction devant le cégep. Puis, on permet 130 espaces de stationnement, un minimum. Il fallait que le constructeur fasse 130 espaces de stationnement pour des étudiants qui sont à proximité, sont à côté du cégep, puis qu'il y a des centaines d'autobus qui passent devant eux. Fait que par rapport au stationnement, je sais que Mme Paquin en a parlé aussi. J'ai peut-être une question en terminant sur les infrastructures du quotidien. Mme Paquin a parlé de ça. Je ne sais pas si elle pouvait expliquer un petit peu plus. Parce que des fois, on parle de densité, de densification. Dans notre secteur, il y a eu beaucoup de densification. Puis je comprends mal comment il y a beaucoup de commerces de proximité qui ferment, même avant la pandémie, là. Puis je me dis au contraire, le fait de densifier des milieux devrait amener plus de services de proximité puis plus d'investissements publics de la ville, parce qu'avec toutes les taxes qu'elle retire, puis je trouve que les investissements publics ne suivent pas. Je m'arrête ici. Merci, très bonne intervention. Donc, je vais prendre celle d'Antoine, puis après ça, on va aller clôturer aux panélistes. OK. En fait, c'est une question que je pose. Il fait beau de ce temps-ci. J'allais canotté avec un ami sur la rivière Saint-Jacques, à Brossard et la Prairie. Et puis, il y avait une pancarte qui indiquait là, que c'est un domaine, en fait, qui a été protégé pour la rainette Faux-Grillon. Alors, c'est un très beau territoire, c'est absolument magnifique, puis c'est très, très, très sauvage. On a vu des chevreuils, on a vu des tortues, on a vu des bernaches, tout ça. Bon, puis on a entendu les rainettes Faux-Grillon. Alors, grand merci à la rainette Faux-Grillon. La question, c'est pour protéger les territoires des grands espaces verts, de l'appétit vorace des promoteurs immobiliers, on invoque la protection d'un animal, d'une plante, d'un oiseau qui est en voie de disparition.
est-ce que ça arrive qu'on invoque plutôt la santé publique, question de prévention, que les gens puissent avoir adopté de saines habitudes de vie favorables à leur santé, en protégeant justement des territoires, rendant accessibles des grands espaces verts? Très, très bonne question. Donc, on aurait les leviers pour protéger certaines espèces en péril, mais on oublie la nôtre. Exact. C'est un peu ça la question. Exactement, c'est ça. Alors, je pense que la question de Mme Boudreau s'adressait beaucoup à Sophie, là, les enjeux de stationnement. Puis, j'ai noté infrastructure du quotidien, mais je ne sais pas sûr que c'était le mot, là, donc, mais les services, en fait, les services du quotidien. D'abord là-dessus, Sophie? Ben, c'est ça, c'est les infrastructures en soutien à la vie quotidienne. Donc, c'est l'ensemble des équipements publics et semi-privés qui peuvent contribuer comme au care, à prendre soin de soi, des autres et aussi, ultimement, de l'environnement parce qu'on le voit beaucoup, là, les femmes sont particulièrement interpellées par la question de la protection de l'environnement. Fait que ça peut être, par exemple, une ruelle verte. Et puis, ça, on le voit que c'est aussi pour que tout le monde puisse relaxer, les enfants jouer, etc. La question aussi d'avoir des rues qui sont sécuritaires pour le transport actif, bien, ça aussi, ça fait partie d'une infrastructure peut-être plus classique, là, infrastructure en soutien à la vie quotidienne. Fait que ça peut être aussi, moi, d'un point de vue urbanistique ou comme urbaniste, je me dis, ben, en fin de compte, c'est-tu juste un nouveau mot qui est un nouveau mot chapeau pour inclure des éléments qu'on connaissait déjà, nous, en aménagement. Par contre, ça nous permet de rassembler sous un concept plusieurs éléments qui ont comme une fonction, c'est-à-dire de nous aider à bien vivre, à vivre dans notre vie quotidienne. C'est ça, notre vie quotidienne, c'est le travail, c'est les commerces, c'est les garderies, c'est la bibliothèque, tout ça. Donc, ça permettrait de rassembler ces éléments-là. Puis, ça a été aussi testé ailleurs dans les pays scandinaves. Ce n'est pas juste un buzzword qu'on invente comme ça. Ça a été aussi testé dans ces pays-là. Donc, ça peut être intéressant. Puis ce que vous dites, Mme Boudreau, au niveau du stationnement puis de l'auto, ben, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement aussi évacuer toute la possibilité de se déplacer en automobile parce que c'est quand même assez utile, merci l'auto, là, surtout pour certaines distances. C'est juste qu'il faut voir à quelle échelle c'est important. Et là, fort possiblement que dans nos quartiers ou dans nos secteurs où on a nos infrastructures de la vie quotidienne, bien là, peut-être qu'on pourrait éviter de surutiliser l'auto. Puis c'est assez majeur quand vous voyez dans les quartiers, mettons, moi j'habite dans Villeray, bien, je me promène sur la rue, puis il y a plein de gens qui marchent. Puis quand je vais me promener, par exemple, dans certains quartiers de banlieue qui sont pourtant une certaine densité malgré tout, bien, tout le monde est en auto, puis je me dis, ah mon Dieu, c'est juste le monde des personnes âgées qui se promènent à pied. Puis les jeunes, on les voit moins, fait que c'est quand même étonnant, ça. Mais ils sont où, nos jeunes? Ils marchent-tu? Puis pourtant, eux autres, ils ont à se déplacer. Mais déjà, à 16 ans, ils sont obligés d'emprunter l'automobile parce que justement, bon, alors ça veut dire qu'il faut réfléchir. On ne peut pas faire une transformation nécessairement super rapidement, mais d'un autre côté, à cause de l'urgence climatique, on est comme forcé de le faire. Et là, peut-être que le stationnement, bien, ça va être un des leviers, ça, pour amener les gens à dire, ah ben là, OK, j'ai un stationnement tarifé. Ah ben OK, ben je pense que je vais y aller en vélo alors. Ou on va se mettre en groupe à 3 pour aller en auto. Tandis que là, quand tout est gratuit, ben, on ne réalise pas le poids environnemental et de santé de la décision d'utiliser l'auto. Merci beaucoup, François. Puis on va aller vers une clôture. Oui, bien, rapidement, pour répondre à Mme Boudreau et M. Deslauriers, Mme Boudreau, quand vous parliez de nouvelles, ben, en tout cas, de nouveaux développements en bordure d'infrastructures routières, bon, je vois Samuel, là, mais j'ai fait partie de certaines discussions au niveau de l'Alliance Ariane, puis au niveau aussi des choix de localisation du gouvernement pour ses propres équipements sont souvent remises en question parce que, et même souvent, c'est le gouvernement avec ses différents mandataires dans sa construction qui va initier des mouvements excentrés qui sont en dehors des centres-villes et par la suite, ça va donner le signal aux promoteurs d'aller se construire au pourtour de ces équipements-là importants. Donc, il y a eu des discussions là, justement dans la grande conversation sur l'exemplarité de l'État. Donc, c'est important aussi que l'État lui-même adhère à ces objectifs-là de revoir ses aménagements. Puis souvent, l'aménagement du stationnement, comme disait Mme Paquin, c'est sûr qu'on ne pourra pas éliminer complètement la voiture, mais il y a peut-être moyen d'y donner une autre place dans l'aménagement pour que le piéton se rende plus facilement, l'accessibilité au piéton soit plus facile sur le lieu
plutôt que l'automobile. Donc, souvent, c'est ça. C'est qu'on accorde beaucoup de priorité à l'automobile versus le piéton ou le cycliste. Ça, c'était mon petit commentaire éditorial. Pour M. Deslauriers, c'est sûr que toute la question de la conservation des espaces naturels, des espaces verts, depuis plus d'un an, je vous dirais que toutes les MRC du Québec travaillent présentement sur des plans régionaux de milieux humides et hydriques. Et je vous dirais que passablement de MRC aussi vont aborder la question des milieux naturels dans ce plan-là pour qu'il y ait quelque chose de plus cohérent au niveau des milieux humides, des milieux hydriques, toute la question des cours d'eau. Bon, moi, je suis dans Montérégie, les plaines agricoles, beaucoup de cours d'eau ont été anthropisés. Et la question de la connectivité des îlots boisés, des boisés isolés, vont être pris en compte pour tenter d'aller chercher une interconnexion, une connexion écologique, mais également aussi en milieu urbain. Donc, de travailler un système là, plus vert, pour que les gens puissent se déplacer, puis pouvoir aussi se déplacer de façon active, puis de profiter d'espaces verts et plus naturels. Merci, François. Oui, est-ce que je peux compléter? Oui. Puis, c'est certain que ça va avoir un impact sur la santé populationnelle, mais proprement dit, au niveau de la protection du territoire dans une perspective de santé populationnelle pure et dure, on a très peu de leviers réglementaires en santé publique pour s'opposer ou à un changement de règlement, par exemple. Le seul levier qu'on possède, c'est vraiment s'il y a une menace à la santé. Puis menace à la santé, c'est tout ce qui concerne, par exemple, une explosion potentielle d'une usine là, qui pourrait venir affecter la sécurité de la population résidant à proximité. Donc, on est loin de la promotion de la santé dans nos leviers réglementaires pour lesquels on peut se positionner lorsqu'il y a un changement réglementaire. On espère que ça va changer. On le souhaite depuis plusieurs années là, avec la révision des OGAT qui a eu lieu il y a quelques années, la potentielle révision de la LAU. Donc, on mise beaucoup là-dessus pour pouvoir avoir davantage de leviers réglementaires pour favoriser la santé populationnelle à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors, on a déjà dépassé l'heure qu'on vous avait annoncé. Conversation très riche, mais je veux vous rassurer. Alors, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Là, on va vers la fin. Je veux vous rassurer qu'on est resté dans le thème. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Parce que je vous ramène la diapo que vous avez mis au départ, là, les thèmes gouvernance, croissance urbaine, milieu de vie qui inclut la mobilité, ruralité, finance et fiscalité. Donc, on a traversé les 5 thèmes, on y est resté. Alors, puisqu'on est à la fin de notre événement, je veux juste vous donner quelques outils pour les prochaines étapes. Donc, les informations sur la consultation gouvernementale sur le site du MAMACH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Les rencontres comme aujourd'hui, notre prochaine se tient pour les gens de la capitale nationale, elle se tient le 26 avril en ligne, effectivement. Donc, vous retrouverez les informations sur le site de l'initiative parlonsterritoire.québec. Et certainement, on a eu des idées très riches aujourd'hui et très novatrices. Donc, ce sera à vous de les faire valoir dans la conversation menée par le MAMACH. La consultation citoyenne, je l'avais dit d'entrée de jeu, devrait ouvrir à partir de juin 2021. On n'a pas encore les dates officielles, mais ce sera à vous là, de déposer des courts avis, commentaires ou mémoires si vous êtes motivé. Puis vous pouvez suivre effectivement nos échanges un peu plus loin avec le mot-clic Parlons Territoire. Alors, pour ma part, ça se conclut ici. Je vais repasser la parole à Thomas pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Philippe. Je suis tellement d'accord avec toi, des échanges extrêmement riches. Très heureux en tout cas d'avoir été avec vous dans cette conversation-là. J'aimerais qu'on remercie en fait à nouveau les panélistes de cet événement-là. Donc, Claudel, François, Sophie, Gabriel, merci beaucoup pour votre présence et pour
le partage de votre expertise. Il y a énormément de questions et puis je pense qu'on va pouvoir continuer en fait la conversation à la fois en fait sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas en fait quand vous aurez justement la retransmission en fait de cette vidéo-là à la partager au plus grand nombre de personnes possible. Je tiens à rappeler aussi en fait que du côté de la SPQ, la conversation porte beaucoup en fait sur la santé durable. D'ailleurs, on est dans la semaine de la santé durable et donc toute cette conversation-là, elle ne fait que commencer ou en fait elle continue, on va dire. Puis on espère en fait qu'on vous comptera parmi nous en fait lors des prochains échanges. Donc merci à nouveau. Et puis pour moi, de mon côté, on n'est pas dans le bon Philippe, si je ne me trompe pas. Merci. Est-ce que les panélistes, il y avait des mots de la fin ou on se salue à ce moment-ci? Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Merci.